Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, émission de débat chaque soir en direct à partir de 19h30. Où va la gauche, où va le Parti Socialiste, qui sera celle ou celui qui portera ses couleurs à l'élection présidentielle? C'est une question évidemment fondamentale. On va tenter d'y répondre ce soir. Beaucoup de questions sans réponse, avec une certitude. Le président François Hollande est au plus mal depuis la sortie de ce livre-choc de Fabrice Lhomme et de Gérard Davet, par un article, par une émission de télé qui nous parle de ce livre. Ça a fait l'effet d'une bombe et ça a semé le doute, la panique chez les socialistes, chez les militants, chez les députés. On va y revenir, un président lâché par ses troupes, et voilà des prétendants qui émergent. On va parler de Manuel Valls, il y a eu ce discours à Tours, évidemment, on va le commenter ce discours avec un coup de barre à gauche, le retour, la doublure de François Hollande. On va essayer de savoir évidemment ce que cherche Manuel Valls, et puis on parlera évidemment de Ségolène Royal. C'est vrai que depuis quelques semaines, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, est en bisbille permanent sur beaucoup de sujets avec Manuel Valls. Ça a commencé par les boues rouges jetés dans les calanques, puis ça s'est prolongé par Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Ségolène Royal aussi. Alors elle n'a pas fait de meeting, elle s'en défend, mais c'est vrai que son nom apparaît beaucoup dans la presse. Et puis on reviendra sur cet appel au rassemblement de Manuel Valls qui a fait pchit, parce que les candidats à la primaire, on dit nous on continue, on trace notre route. Et puis il y a une primaire qui aura lieu. On fait le point ce soir évidemment sur toutes ces questions. lcp.fr évidemment notre site, le JDD notre partenaire, et puis notre page Facebook. Vous êtes les bienvenus évidemment avant, pendant, après, pour nous faire réagir après l'émission. Laurent Grand-Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de la Côte d'Or. Alors, je mets des bémols, c'est très compliqué, plutôt proche de François Hollande, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Oui, bien sûr, oui. Vous sortez un livre avec Laurent Petit-Guillaume. Alors, le pitch, c'est une rencontre sur les réseaux sociaux. C'est un journaliste, Laurent Petit-Guillaume. Et puis, vous vous êtes amusé à écrire un livre à 4 mains. Je vote ou pas. Voilà, c'est un livre pédagogique, grand public, qui est sorti chez Albin Michel. Voilà, on en voit la couverture avec quelqu'un qui déchire sa carte d'électeur. C'est pour donner envie, peut-être à la jeune génération, vous qui vous intéressez au VTC, au taxi, au sujet de société, d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Merci d'être avec nous. Je précise qu'une proposition de loi, ici à l'Assemblée, que vous avez défendue, avait été votée à l'unanimité sur 0 chômeur de longue durée. Vous étiez venu nous en parler. Merci d'être là. Pascal Poplin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous soutenez Manuel Valls. J'ai vu que depuis 16 heures, peut-être que pour être précis, il avait ouvert un compte Twitter de soutien à Manuel Valls. Et évidemment, ça tweet beaucoup. Peut-être un lien de cause à effet entre ce discours de Tours et cette volonté peut-être d'avancer vers une candidature. Merci d'être avec nous. François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional Île-de-France, conseiller régional socialiste. Vous êtes le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg. Vous avez tweeté, vous, après le discours de Tours. On reviendra sur vos tweets, évidemment un peu choc. Arnaud Montebourg, qui est candidat officiellement à cette primaire écologiste et socialiste. Et puis avec nous, Elsa Fressonnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service enquête aux Échos, journaliste et auteur de ce livre, Ça n'a aucun sens. Livre écrit un peu avant tout le monde d'ailleurs sur François Hollande, parce qu'il vous a accordé quelques entretiens. Et puis depuis, beaucoup de livres sont sortis, notamment ce livre de Davet et de l'homme qui a fait l'effet d'une bombe. D'abord, retour sur ce qui s'est passé à Tours, en Indre-et-Loire. Manuel Valls était à l'université de l'engagement et il en a profité pour faire un discours, le discours du rassemblement. Écoutez, regardez ce sujet de Béatrice Finzan. Celui qui fait du courage politique sa ligne de conduite, le Premier ministre de la France, Manuel Valls. Alors que le chef de l'État reste au plus bas dans les sondages, englué dans une crise d'impopularité dont rien ne semble pouvoir le sortir, Manuel Valls place peu à peu ses pions en vue de 2017. La gauche qui assume les responsabilités au pouvoir court un risque. Je l'ai dit l'autre jour. Être pulvérisée, emportée par l'ambiance actuelle, faite de divisions, de lutte d'ego, de règlement de compte, d'irresponsabilité. Une gauche pulvérisée, le terme est volontairement exagéré et suit une stratégie qui n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, c'était il y a plus d'1 an déjà. Je respecte le Parti socialiste et j'aime les socialistes. Je suis militant depuis 1980 et je sais ce que je vous dois et je sais ce que nous vous devons. Vous, militants, adhérents, sympathisants, non, les partis politiques et en tout cas le Parti socialiste n'est pas mort. À l'époque, le Premier ministre se posait en rassembleur de la gauche, face à un parti certes en vie, mais affaibli et plus divisé que jamais,
tout comme aujourd'hui. La gauche, j'en suis convaincu, est la seule force capable, si elle le décide, de rassembler largement les Français. D'ailleurs, au-delà des camps habituels, ce sera l'enjeu du second tour. Nous devons y être. Rien n'est acquis. C'est même le contraire, soyons lucides, qui nous est aujourd'hui promis. Nous devons donc réagir. Réagir vite. Réagir pour cesser de subir. Réagir maintenant pour ne pas mourir demain. Un élément de langage qui pourrait devenir sa ligne de conduite principale. En tout cas, ses proches l'espèrent, jusqu'au premier secrétaire du Parti socialiste. Il y a beaucoup de personnalités, il y a pas énormément, mais il y a 4-5 personnalités qui peuvent se présenter. La principale, vous le savez bien, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, oui. Bah oui, le Premier ministre, et c'est un de nos présidentiables. C'est celui sûrement qui a aujourd'hui le plus de possibilités. Mais il y a d'autres candidats possibles, et on n'est pas là. Pour l'instant, nous ne savons pas si le président se présentera ou pas. Des alliés qui le poussent à se présenter si jamais François Hollande n'y allait pas. Il faudrait un électrochoc pour l'en dissuader, et ce pourrait bien être Manuel Valls. Voilà pour ce sujet, sur ce discours à Tours, c'est symbolique, il y a eu le congrès de Tours évidemment, 1920, mais c'est une autre époque. Pascal Popelin, vous en pensez quoi de cette idée comme ça qui émerge et qui vient quand même de la bouche, pas de n'importe qui, premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, c'est Manuel Valls, c'est celui qui pourrait être candidat. Vous le soutenez, vous dites quand vous êtes avec vos amis de ce courant valsiste, oui, c'est le seul à pouvoir faire face à la droite? Moi, j'ai une préoccupation dans les semaines qui viennent. C'est que le travail que nous avons fait depuis plus de 4 ans maintenant, dans le redressement du pays. Nous, c'est-à-dire François Hollande, Manuel Valls. François Hollande, Manuel Valls, les gouvernements, les majorités qui l'ont soutenu, dont je suis. C'est de faire en sorte que nous soyons en situation d'expliquer ce que nous avons fait, pourquoi nous l'avons fait, un bilan qui a été, de mon point de vue, abominablement dévalorisé, y compris en notre propre sein, de faire en sorte que ce courant de pensée soit présent et puisse emporter la primaire socialiste, et ensuite soit effectivement présent à l'élection présidentielle. Ça s'incarne, Pascal Popelin, ça s'incarne avec un homme, une personnalité, un discours. Oui. Est-ce que c'est Manuel Valls? Il y a un président de la République, on est sous la Ve République. Si le président de la République souhaite se présenter à un nouveau mandat, c'est décembre. Il a naturellement à se prononcer sur cette question. Et après, pour le reste, s'il décide de ne pas être candidat, je trouve que l'analyse du premier secrétaire du Parti socialiste est assez convenable et correspond à la réalité des faits. Bon, je vois pas mal de sourires. François Calfon, je donnerai la parole à Laurent Grandguillaume. Votre candidat, Arnaud Montebourg, officiellement candidat à la primaire socialiste et écologiste, sera donc aligné à au moins c'est clair. Ça vous choque, ça vous surprend comme ça que Manuel Valls plus rien ne me choque. Comme ça, plus rien ne me choque, mais j'essaie dans ces débats de remettre dans la boucle, si j'ose dire, les Français, parce que c'est toujours les grands absents de ces débats. S'il y a un sujet de divorce entre la gauche et finalement la ligne gouvernementale, ça a plus à voir avec l'absence de réorientation de l'Union européenne, ça a plus à voir avec les politiques d'austérité qui ont été menées, ça a plus à voir avec la loi travail, dont on peut pas dire qu'elle ait levé l'enthousiasme populaire qu'avec telle ou telle personnalité. Et quand on parle de rassemblement à Tours, c'est finalement les conditions du rassemblement de la gauche, d'une certaine manière, des gouvernants avec le peuple, qui, enquête après enquête, élection après élection, nous dit qu'il n'est pas content, finalement, de cette fragmentation. La deuxième chose, il y a eu un appel au rassemblement. Alors, finalement... Là, vous avez tweeté « Embrassons-nous, Folleville ». Oui, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable parce que, précisément, on dit, en prenant les prénoms de ceux qu'on a invités à partir il n'y a même pas un an, hein, et dans son discours d'investiture... Arnaud, Benoît... Voilà, c'était formidable, Aurélie, etc. Et dans son discours d'investiture, finalement, Manuel Valls avait dit « La langue politique est une langue morte parce que on ne sait plus où est la sincérité ». Quel Manuel Valls parle? Celui qui a invité Arnaud, Benoît, Aurélie à partir, ou celui qui maintenant les invite à se rassembler? Je crois qu'en fait, c'est un jeu de paravent chinois. Le rassemblement, finalement, auquel Manuel Valls appelait
c'est celui de la ligne gouvernementale. Ils devraient se réunir. D'ailleurs, je crois qu'ils le font, non sans heurts, avec le président de la République. C'est la doublure de François Hollande, c'est quoi? C'est un peu comme au cinéma, on met une doublure. Avec le président de la République ou avec Ségolène Royal. La vérité, c'est que ça avait l'odeur d'un discours de rassemblement, peut-être la saveur d'un discours de rassemblement, mais ça n'en était pas un. Vous l'avez vu d'ailleurs avec son oracle sur France Inter, j'ai nommé Jean-Christophe Cambadélis. C'était une tentative de mise sous pression du président de la République. Il est maître du temps dans cet espace politique-là, donc il faut qu'ils accordent leur violon. Quant à nous, nous traçons notre sillon, nous menons campagne. Arnaud Montebourg est ce soir en meeting à Besançon sur les thématiques qui sont les siennes, c'est-à-dire de raccorder, de rebrancher le pays avec la gauche. Besançon, c'est pas la Côte d'Or, mais enfin c'est en tout cas pas très très loin. C'est ma ville natale. Mais c'est votre ville natale. Voilà, je me suis permis un petit geste amical. C'est pour indiquer à ceux qui nous regardent pourquoi vous aviez tendu la main vers Laurent Grandguillaume. Vous regardez comment vous la situation, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de fracture. Je m'excuse de revenir sur le livre de David Lhomme, mais c'est vrai que ce livre est commenté par les médias, par les journalistes. Il n'y a pas un article de presse encore aujourd'hui. On verra tout à l'heure l'extrait de Bruno Leroux dans Le Monde qui dit mais même les députés qui nous suivaient sur le budget ne viennent plus. Et il parle de l'effet de ce livre. Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande a un espace politique pour effectivement annoncer sa candidature en décembre, ou est-ce qu'effectivement il faut déjà réfléchir au coup d'après? Au candidat, à l'autre candidat? D'abord, je ne crois pas dans l'effet d'un livre. C'est-à-dire qu'en fait, les difficultés ne sont pas nées du livre. C'est-à-dire que les difficultés, on les a, bien évidemment, avec tous les débats. Mais ça amplifie quand même. Et surtout les fracturations internes à la majorité, c'est-à-dire les débats qu'on a eus entre nous. Et comment les Français peuvent faire confiance à une majorité qui ne serait pas capable de s'entendre entre elles? C'est ça aussi le débat. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que l'on aboutisse d'une gauche émiettée à une gauche blafarde. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle peut avoir, la gauche, c'est qu'elle devienne blafarde. Blafarde, c'est quoi? C'est moins de 10%, moins de 5%? Ça veut dire qu'elle pourrait être éliminée même du premier tour, à la fin du premier tour. Et donc, c'est ça. C'est le risque. C'est le risque. Le risque est là. Après, c'est comment la majorité politique que nous souhaitons incarner, elle peut rejoindre la majorité sociale du pays. Pour cela, il faut d'abord assumer le bilan, avec ses ombres et ses lumières, parce que dans le bilan, il y a des choses qui ont réussi, qui ont fonctionné, puis d'autres où on a pu aussi avoir des échecs. Et ça, il faut les reconnaître, mais il faut les analyser. Mais après, il ne faut pas non plus se tirer des balles dans le pied, parce que comme je le dis encore il y a une semaine, à force de se tirer des balles dans le pied, on va manquer 2 balles et 2 pieds. Parce que c'est vrai qu'on en tire beaucoup. Et ce qu'il faut, c'est se projeter dans l'avenir, c'est comment on veut transformer la société. Voilà. D'un point de vue social, économique. Donc c'est quoi être de gauche? Et donc c'est quoi être socialiste? C'est quoi être de gauche? Et c'est quoi, en étant de gauche, comment on veut changer la société? Et vous n'êtes pas tous d'accord sur c'est quoi être de gauche? Il y a des divergences, ça on le sait. Puisqu'en fait, on pensait que c'était irréconciliable. Maintenant, depuis hier, on sait que c'est réconciliable. On sait faire l'inventaire des divisions. Ça, on sait faire, on est très bon. Par contre, il faut passer à l'invention. Ça serait mieux. Bon, pour passer à l'invention, il faut du débat. Ça sera le débat des primaires. Mais ça n'empêche pas d'essayer de trouver des convergences entre nous. Heureusement d'ailleurs. Un débat des primaires dans lequel il y aurait potentiellement donc François Hollande ou Manuel Valls. On est bien d'accord. François Hollande. Non, mais pour que ceux qui nous regardent, qui arrivent de. Moi, je sais l'un ou l'autre. Si François Hollande est candidat, c'est les deux. Je soutiendrai bien évidemment François Hollande. Après, s'il n'est pas candidat, la question peut se poser parce qu'elle est posée par beaucoup. Dans ce cas, moi, la question que je vais me poser, c'est qui peut représenter le réformisme que je défends de gauche. Voilà, on arrive au mot réformiste. Comment concilier les libertés individuelles et les protections collectives? Moi, je pense qu'en particulier le Premier ministre est capable de porter cela. Après, Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, j'apprécie les deux hommes par rapport au courage. Mais c'est pas la ligne Mais c'est pas la ligne politique que je défends. Mais après, c'est le débat qu'on va avoir. Elsa Fressonnet, c'est vrai qu'il y a le Manuel Valls de Tours. Il y avait Laurent Baumel, il y avait Laurence Rossignol, il y avait Marisol Touraine, qui est une locale évidemment, mais il y avait le Valls de Tours qui parle de rassemblement, qui dit la fonction publique c'est la colonne vertébrale de notre action, le modèle français soyons fiers, ou encore les syndicats. L'histoire de la gauche se confond avec notre histoire syndicale, donc c'est le coup de barre à gauche. Et puis c'est vrai qu'en 2014 il expliquait qu'il fallait la gauche allait mourir s'il ne votait pas des mesures réformistes et le pacte de responsabilité, il y a une partie de la gauche allait se dissoudre. On ne sait plus très bien qui est Manuel Valls là. Pour comprendre Manuel Valls et ses prises de position, ses évolutions, il faut comprendre sa priorité du moment. En 2015 et 2016, le souci de Manuel Valls, puisqu'il est certain que François Hollande va se présenter à la présidentielle, c'est de ne pas être ringardisé par Emmanuel Macron et de montrer aussi sa différence par rapport au président. Enfin, son identité propre, même s'il est loyal. Compliqué quand même. Donc, oui, bien sûr. Mais donc il est dans l'affirmation à ce moment-là, et on l'a vu au moment de la loi travail, où on l'a dit plusieurs fois, c'est prouvé, etc. C'est lui qui introduit
nous sommes prêts à aller jusqu'au 49.3, etc., dans l'interview de Myriam El Khomri qu'elle a donnée aux Échos et qui déclenche tout le barouf qui vient. Donc à ce moment-là, il est clivant, il est dans l'affirmation. Maintenant, la situation actuelle est que le livre de Davé Lhomme a... voyez. Non mais c'est vrai, a cassé quelque chose dans sa relation avec le président et dans l'image qu'il se fait du président. Donc, et comme ça a cassé trahison, aussi... déception, comment... Non, c'est pas une histoire de trahison, c'est une histoire de conception de la fonction présidentielle. Manuel Valls, c'est quand même assez classique de ce point de vue-là, plus que François Hollande, de fait. Et ce livre a aussi troublé des Hollandais. Donc Manuel Valls, on l'a vu au moment de son voyage au Canada, juste après la publication, il commençait à s'émanciper, il faut de la hauteur de vue, il commençait à penser sérieusement à une candidature. Sauf que pour se présenter comme candidat, il peut plus faire le Manuel Valls qui clive et les deux gauches irréconciliables. Et il doit rassembler. Et cela. Voilà. Pascal Popelin. Mais pour résumer quand même juste tout ça, je trouve que les interventions qui viennent de se passer, même si elles sont dites de manière apaisée, etc., montrent aussi pourquoi le PS va dans le mur en klaxonnant sur cette présidentielle. Il faut quand même dire que ça fait 2 ans que tous les sondages prédisent une gauche éliminée au second, dès le premier tour. Hein. Et là, ça va pas en s'arrangeant. Cette phrase de Françoise Fressos, vous l'avez forcément lu, pour ceux qui n'auraient pas acheté Le Monde, vous l'avez évidemment encore ce soir. Ni l'impopularité record du chef de l'État, ni le volte-face de son Premier ministre qui, après avoir contesté l'existence de 2 gauches irréconciliables, tente en vain de recoller les morceaux, ni l'impasse dans laquelle semblent se fourvoyer ceux qui prétendent incarner une spirale mortifère est en marche, nous dit Françoise Fressos. Donc il y a une sorte... Entièrement d'accord. Voilà, cette analyse, elle est ronde. Je voudrais dire que la spirale mortifère, quand même, parce qu'il faut un peu relativiser oui, parce que elle est enclenchée depuis le discours du Congrès, le 16 novembre, la déchéance de nationalité, et là, et depuis, la gauche s'autodétruit. Tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. Pascal Popelin. Oui, tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités dans cette affaire, juste parce que on a l'impression que c'est une sorte de jeu en vase clos. Non, mais elle vous met dos à dos. Il y a ceux qui sont bien, mais les réformistes. Et puis vous est aussi une journaliste talentueuse. Elle n'est pas pour autant la gardienne des élégances. Le point qui est posé, il est simple. C'est est-ce que les Français ont retrouvé dans la politique qui a été conduite les engagements qui ont été pris au Bourget? Est-ce que sur la question de l'austérité, avec les hausses d'impôts, ils l'ont retrouvé? Est-ce que sur la question de la réorientation européenne, ils l'ont retrouvé? Est-ce que sur la question de la déchéance, ils l'ont retrouvé? Ensuite, la question qui se pose pour Manuel Valls, qui est un peu Janus, vous m'excusez, c'est ça, là, il y a vraiment Janus, les deux... qui a été lors du traité constitutionnel européen, à la fois, il a recouvert 100% des Français, puisqu'il a été successivement pour, puis contre, ou contre, puis pour, je ne suis plus tout à fait bien. Il y a un sujet qui se pose pour lui. Vous allez répondre. Il y a un sujet qui se pose pour lui, et qui est un sujet majeur. C'est celui de la loyauté. C'est-à-dire aujourd'hui, Manuel Valls n'est pas un citoyen comme un autre. Mais il le dit, c'est le premier fidèle au président de la République. On a bien vu qu'il y a une pression qui s'organise, on a bien vu qu'il y a une campagne qui s'organise pour quelque part faire éclore comme candidat naturel, après avoir soutenu le président de la République, Manuel Valls. Mais il faut pour cela qu'il se délie d'une certaine manière du mandat qui est le sien d'être le Premier ministre du président de la République. Si je vous lis bien, François Calfon, si on était une petite souris à l'Élysée ou dans le bureau du premier secrétaire, il y aurait une volonté de demander à François Hollande de ne pas y aller au profit de Manuel Valls. On a entendu Jean-Christophe Cambadélis ce matin. À plusieurs reprises, le journaliste lui a demandé... À plusieurs reprises, le journaliste lui a demandé s'il apportait son soutien à François Hollande. À plusieurs reprises, il avait dit oui par le passé. Il s'est refusé de le dire. Quand on lui pose la question du candidat, il cite un seul nom, celui de Manuel Valls. J'en ai fini. Pascal Popelin, ça c'est qu'on n'est pas une petite souris, évidemment, personne n'a eu accès à ces échanges. Est-ce qu'il y a quand même cette volonté, là, aujourd'hui, vu la situation du président de la République, son niveau dans les sondages, le livre d'Avé Lhomme, ses révélations comme ça égrenées au fil des semaines, est-ce qu'il y a une volonté d'accélérer le processus et de faire émerger, éclore Manuel Valls? Mais très franchement, c'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Quels sont les problèmes que nous nous posons? Il y a un vrai risque, Elsa Fresnay le rappelait tout à l'heure, et pas récent, que la gauche ne soit pas au deuxième tour. Donc la gauche meurt, hein, c'est Manuel Valls qui disait. De l'élection présidentielle. Elle peut mourir. Moi, je ne souhaite pas ça. Il y a certains qui considèrent que nous en portons l'opprobre par le travail que nous avons mené. J'entends parler d'austérité, il faudrait avoir du respect pour les mots, parce que l'austérité, c'est ce qu'ont connu nos voisins espagnols, nos voisins portugais, nos voisins grecs. Ça, c'est 20% de baisse des pensions, c'est 20% de diminution des salaires des fonctionnaires, etc. Bon, moi, je dis que nous ayons le débat entre nous, que nous tirions toutes les leçons de ce que nous avons fait. Très bien. Mais quand on tire les leçons de ce qu'on a fait, c'est les succès et c'est les échecs. Et c'est pourquoi, quand Arnaud Montebourg commence
sa campagne à Frangy-en-Bresse en disant que notre bilan est indéfendable, moi je lui réponds, est-ce que c'est indéfendable d'avoir réduit le déficit des comptes publics comme nous l'avons fait alors que nous allions dans le mur et nous serions dans la situation de la Grèce si nous ne l'avions pas fait? Est-ce que c'est indéfendable d'avoir fait la refondation de l'école et d'avoir fait en sorte de créer 60 000 postes d'enseignants et d'avoir rétabli la formation initiale des enseignants? Est-ce que c'est indéfendable d'avoir fait le compte pénibilité? Est-ce que c'est indéfendable d'avoir permis à des gens qui ont des carrières longues de prendre leur retraite à 60 ans? Est-ce que c'est indéfendable d'avoir fait le tiers payant généralisé? Est-ce que c'est indéfendable d'avoir donné la mutuelle pour les salariés du privé? Est-ce que c'est ne convainc pas les Français? Mais on ne convainc pas les Français d'autant plus on ne convainc pas des Français d'autant plus qu'on ne fait que dans l'autodénigrement, qu'on refuse. Non, mais bien sûr, c'est de la faute des frondeurs, c'est un peu facile. La vérité, quand vous me parlez d'austérité, la vérité, c'est quand il y a pour la première fois des retraités qui ont été ponctionnés sur leur pension de retraite. C'est pas les frondeurs. Quand vous avez un gouvernement qui, contrairement aux engagements du Bourget, lance la déchéance de la nationalité, c'est pas les frondeurs. Quand vous avez un gouvernement qui lance, en accord avec le MEDEF, la loi de travail et qui le fait passer au 49.3, c'est pas les frondeurs. Donc arrêtez. Je peux poser une question. Comme si les choses ne s'étaient pas passées. Une volonté de valoriser un bilan. Il y a aussi des articles qui disent qu'une partie des députés, ça c'est important de l'entendre, puisqu'on l'a évoqué, mais brièvement, Emmanuel Macron, qui a claqué la porte, qui va présenter son organigramme demain ou après-demain, qui dit, attendez, moi j'attends de répondre à Manuel Valls. Il y a cette volonté de ne pas être ringardisé. Et puis je lis aussi qu'il y a une partie des députés comme ça à gauche, des socialistes, qui hésitent un peu à se jeter dans les bras d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il vous a contacté, par exemple, Emmanuel Macron ? Moi, il m'a pas contacté. Non, parce qu'on sent qu'il a envie de rencontrer des députés. Il ne vous a pas contacté. Sur le fond, en fait. Là, on parle du bilan. Donc le bilan, on pourra en débattre effectivement dans le cadre de la primaire. Mais quelle est la différence avec le 21 avril 2002 ? Avant le 21 avril 2002, il y avait des résultats économiques, des bons résultats économiques du gouvernement de Lionel Jospin. Les socialistes étaient unis, la gauche était divisée. Là, les socialistes sont désunis, la gauche est divisée, et en plus, on n'a pas forcément que des bons résultats, c'est loin d'être le cas, puisqu'on n'a pas réussi ce qu'on avait annoncé. Bon. Donc, si on continue comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une droite dure au pouvoir. C'est ce qu'a dit Manuel Valls à Tours, d'ailleurs. Et les Français ne nous le pardonneront pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'attendent les Françaises et les Français, ce sont des solutions. C'est que la gauche, elle se batte pour apporter des solutions et qu'elle dise comment elle veut gouverner. Moi, j'entends bien qu'il y ait des différences entre les uns et les autres, et elles sont saines, qu'il y ait du débat. Mais après, interrogeons-nous par rapport à l'intérêt pour notre pays. On est à 6 mois de la présidentielle. L'intérêt pour notre pays, c'est ce qui est en jeu. C'est trop tard, non ? Vous n'avez pas le sentiment que là, le calendrier n'est pas... En politique, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Bon. Voilà. On peut toujours, en fin de compte, je crois, pas que rebondir, mais au moins déjà discuter. Parce que si on n'arrive pas à discuter ensemble, je ne vois pas comment on peut gouverner ensemble. Mais Elsa Fressonnet, on va entendre quelques réactions de députés interrogés sur Manuel Valls, mais on voit quand même qu'il y a Emmanuel Macron d'un côté qui part avec En Marche, qui développe son mouvement. Et puis de l'autre côté, il y a Jean-Luc Mélenchon qui lui est très haut dans les sondages, qui marche bien. C'est compliqué l'équation là pour le candidat socialiste. Ah bah oui, bien sûr. Et je parle de François Hollande puisqu'il n'est pas officiellement candidat, mais en tout cas tout laisse croire qu'il va l'être. C'est compliqué, ça ne date pas d'hier. C'est compliqué parce que s'il y a effectivement quelques indicateurs qu'on virait au vert et qui peuvent être mis au crédit de cet exécutif, d'une part les Français ne le ressentent pas et d'autre part ça fait très longtemps qu'ils se sont forgés un avis négatif sur la manière dont a été conduit la France depuis 5 ans. Or, ces avis-là, c'est très dur de revenir dessus. Plus globalement, pour la présidentielle, moi je dirais que le problème du PS, c'est un problème, il manque d'incarnation dans ce qui est en gros son centre de gravité. C'est-à-dire que Arnaud Montebourg campe sur l'aile gauche et encore il n'est pas tout seul. Manuel Valls a envie, mais de toute manière, il ne pourrait qu'incarner quand même que l'aile droite du PS. La ligne droitière. Non. Ah bon ? C'est la ligne. Aux primaires. Écoutez, on a entendu tout à l'heure. C'est celui-là même qui voulait changer le nom du Parti socialiste. On a entendu, Pascal Poplin, ça vous gêne ça, cette ligne droitière ? C'est parce que ça n'a pas de sens. On a entendu, y compris tout à l'heure, imputer à Manuel Valls, parce que c'est une cible pratique, on a entendu imputer, par exemple, le pacte de responsabilité. Il me semble que le pacte de responsabilité, il est intervenu le 31 décembre 2013. Manuel Valls n'était pas Premier ministre. Et par contre, j'ai bien souvenir que
Quand Manuel Valls devient Premier ministre, c'est-à-dire au mois d'avril, ça devient le pacte de stabilité et de solidarité, non pas pour simplement ajouter un acronyme, mais parce que nous mettons des mesures ménages qui n'étaient pas prévues, et c'est la baisse de l'impôt sur le revenu que nous engageons. Voilà, pour une petite partie des ménages. Pour 12 millions, pour 12 millions de contribuables, pour 12 millions de foyers qui payent l'impôt sur le revenu sur 18, excusez du peu, pour la toute petite partie. Elsa Fressonnet. Je vais corriger une chose. Corriger, parce que là, la ligne droitière de Manuel Valls, ça passe pas. Alors, pour ce qui est du bilan politique... Non, mais les caricatures, ça ne passe jamais. C'est pas sérieux, c'est une infantilisation du débat politique. Pardon, alors, essayons d'élever ce débat. Non. Pour ce qui est du bilan économique et social, Manuel Valls et François Hollande sont intimement liés, ont le même bilan, c'est normal. Voilà. C'est moins solidaire, comme on dit dans un couple. C'est le tandem. Et même la ligne économique et sociale a été définie avant l'arrivée de Manuel Valls par François Hollande. Très bien. Il se trouve que Manuel Valls, quand même, a une capacité à se fâcher avec un certain nombre de personnes et à renvoyer dans le camp des frondeurs un certain nombre de personnes qui ne s'y considèrent pas, à savoir notamment Martine Aubry, les proches de Martine Aubry et un certain nombre de gens qui pensaient camper au centre du parti et avec lesquels François Hollande a essayé de ne pas rompre. C'est ce dont je parlais quand je disais qu'il y a un problème au PS d'incarnation du centre du parti. Oui. D'où les espoirs de Ségolène Royal, on va y venir. D'où les pensées de Najat Vallaud-Belkacem. Oui, tout le monde. Je voulais dire, jusqu'à présent, François Hollande pensait précisément que grâce à ça, il pouvait être le plus petit dénominateur commun à tous les socialistes. Et là, ça marche pas. Là, ça coince. Là, il y a un souci, Laurent Guillaume, mais je donne la parole après, François Calfon. Là, vous pensez que là, ce soir, excusez-moi de revenir encore sur cet ouvrage, mais c'est vrai qu'il est très commenté, est-ce que là, ça a grippé? Est-ce que les choses sont grippées? Moi, la phrase de Bruno Leroux, je l'évoquais, on la verra, mais on sent quand même un président de groupe qui est aujourd'hui un peu embarrassé, même sur le budget, il dit que ses alliés, ses amis, ils viennent pas, quoi. Je ne pense pas qu'elle soit grippée depuis le livre. Je pense qu'avant, même dans l'entourage de François Hollande... Donc il n'y a plus d'espace. Si, il y a des espaces. Mais dans l'entourage même de François Hollande, certains n'ont pas non plus été toujours des personnes loyales. Voilà. Donc la difficulté que François Hollande a, je pense, aujourd'hui, c'est justement effectivement de représenter ce centre de gravité au niveau du Parti socialiste et de la gauche. Mais là, c'est pas possible. Les sondages sont trop bas. Il n'y a pas aujourd'hui un responsable politique au Parti socialiste capable de représenter ce centre de gravité, puisqu'il faut d'abord commencer par établir collectivement un projet. C'est où nous voulons aller. Mais quelles sont les réponses que nous voulons poser collectivement? La culture de la gauche, ça n'a jamais été le bonapartisme. Il n'y a pas un homme providentiel qui va sauver. Il y a un livre qui est sorti d'ailleurs sur Valls, de Farbiaz et de Mamère, et dans ce livre, bien sûr, il ne va pas échapper, ce livre, on va d'ailleurs en voir un petit extrait. Voilà, ça c'est contre Valls, réponse aux néoconservateurs, voilà comment c'est présenté par Noël Mamère et Patrick Farbiaz, et il parle d'un bonapartisme valsiste. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il y a un petit côté comme ça, un peu Bonaparte. Simplement qu'à un moment donné, je n'ai jamais vu d'homme ou de femme d'État qui n'incarnait pas une certaine forme d'autorité. Et cette demande, elle existe dans le pays. Et on ne peut pas faire le procès à Manuel Valls. Certains disent d'ailleurs autorité, c'est pas autorité, c'est autoritarisme. À ce propos, puisque vous avez dit que Manuel Valls avait une singulière capacité à se fâcher avec beaucoup de gens avec qui il ne devrait pas se fâcher. Mais je voudrais quand même rappeler, ce que moi j'ai vécu, et je pense que Laurent, qui est également parlementaire, l'a vécu. Dans les 2 premières années du quinquennat, sur les premiers budgets qui nous ont été présentés, excusez du peu, mais la parole et le poids du groupe socialiste sur ces budgets, c'était quand même circulé, il n'y a rien à voir. Si nous avons obtenu, par exemple, la mise sous condition de ressources des allocations familiales, c'est grâce au travail... Si nous avons obtenu le fait qu'il n'y ait pas une augmentation de 2 points de la TVA à l'été 2014, c'est parce qu'il y a eu un dialogue qui s'est établi avec le gouvernement et le groupe, et que ces choses se sont faites. D'ailleurs, les 2 points de TVA qui étaient proposés à ce moment-là, ça venait d'un endroit de l'Élysée qui est maintenant ailleurs qu'à l'Élysée, parce que c'était Emmanuel Macron qui disait les choses très clairement. Chacun son tour. Il y a eu ce dialogue. On peut simplement donner acte, parce que moi je voudrais faire le lien avec l'avenir, puisque Laurent nous y invite. On peut donner acte à Manuel Valls d'une chose, c'est qu'avant le 49.3, c'était de la technique parlementaire. Les Français étaient sensibles à ça. Mais tout le monde, mais même sur le marché
d'échéance. Tout le monde me parle du 49.3 et de la façon autoritaire dont on a réglé ce débat sur la loi travail. Donc il y a peut-être eu des éléments de dialogue. Tant mieux. Je propose. Mais il y a eu 800 amendements qui ont été pris des parlementaires avec au ce 49.3. Au canon du 49.3. Il y a un moment donné. Au canon du 49.3. Quel est le problème? Voilà la réalité. Quel est cet Donc outil? aujourd'hui, on nous parle de rassemblement. Il eût été possible à l'époque, peut-être, de nouer un dialogue constructif sur un certain nombre de sujets. On n'est pas là pour refaire le. Je pense que quand on prend 800 amendements d'origine parlementaire dans un texte, au moment où on engage sa responsabilité, c'est qu'on a tenu compte du travail qui a été fait. Mais ce que je voudrais dire quand même, excusez-moi, c'est que quand il n'y a pas de majorité alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a que la conjonction de rejet, c'est-à-dire que la loi travail, comme la loi Macron avant, d'ailleurs, on avait contre la droite, parce qu'elle considérait que ça n'allait pas assez loin. On avait les communistes, parce qu'ils considéraient que ça allait beaucoup trop loin. Et il y a un moment donné, ou bien on est en capacité de trouver les synthèses, et franchement, on les a cherchées, ou alors on est dans l'inaction. On n'a pas été dans l'inaction. Elsa Fressonnet, un mot, et on va regarder ensuite un... Je trouve que le débat entre Pascal Popelin et François Calfon montre deux choses. Emblématiques. Que Montebourg et un certain nombre de candidats de la gauche du PS aimeraient bien avoir Manuel Valls face à eux parce que c'est plus franc, plus clair qu'avec François. Plus clivant en tout cas. Et deux, que Manuel Valls et ses amis se préparent à l'affrontement. Compte tenu de tous les éléments que vous venez de donner. C'est une analyse comme ça à chaud dans ce débat. Je trouve que ça montre exactement ça. Mais l'affrontement, en tout cas, la défense du travail que nous menons, nous sommes dedans depuis le début. Vous êtes en train de relever les manches. Parce que moi, quand je vote quelque chose, c'est parce que j'y crois. On va parler réformisme des projets. Et qu'à un moment donné, je veux expliquer et faire partager cette conviction à celles et ceux qui nous regardent. En tout cas, les amis de Manuel Valls ont relevé les manches. Regardez la réaction, en tout cas, la question leur a été posée aux élus, aux députés, du regard qu'ils portaient justement sur Manuel Valls. Et on va pouvoir en débattre juste après. Puis on parlera aussi de Ségolène Royal, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, je leur dis, la tension est assez forte sur des sujets notamment environnementaux. Regardez, écoutez. Tout le monde, au sein du gouvernement, à commencer par le Premier ministre, souhaite que François Hollande soit en situation de se présenter, parce que ce que nous avons à défendre, c'est une action collective et une vision collective de la France. Donc ce que je peux vous dire de source extrêmement sûre, c'est qu'il n'y a, au moment où je vous parle, pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre le Premier ministre et le Président de la République. Je pense que Manuel Valls est celui qui pourrait mieux nous représenter si François Hollande n'y allait pas. Mais la question aujourd'hui ne se pose pas encore. Manuel Valls est évidemment l'un de ceux qui peuvent se préparer ou qui peuvent espérer ou qui peuvent considérer qu'ils sont un jour capables d'endosser cette fonction présidentielle. Il est certain que vu l'affaiblissement considérable de François Hollande, la question de lui trouver un remplaçant dans son propre espace politique pour incarner le bilan sortant, et elle est posée, ça me paraît évident. Et dans ce cadre, il est clair que Manuel Valls est le remplaçant naturel de François Hollande pour représenter le bilan sortant, la politique sortante, dans la primaire des socialistes. Voilà, il y a une sorte comme ça de cohérence. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a une forme d'évidence pour certains, en tout cas, que Manuel Valls puisse prolonger et représenter. Manuel Valls, il est Premier ministre. Il est Premier ministre. Il est Premier ministre, président de la République. Voilà. Et donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est loyal et respectueux des institutions de la Ve République. Vous l'avez dit, il a une vision très classique des choses, et il n'est pas ni le concurrent ni le remplaçant du président de la République. Je voulais quand même vous soumettre cette petite phrase. Il met en garde solennellement en 2014, Manuel Valls, sur le risque de voir la gauche mourir. Ce sont ses mots, appelant sa majorité à serrer les reins autour du seul chemin possible, chemin possible, le réformisme que représente le pacte de responsabilité. Et à Tours, il explique que la fonction publique, c'est essentiel, et que les syndicats, c'est la colonne vertébrale du socialisme. Enfin, c'est pas dans tout, d'accord, mais vous situez de quel côté, vous, Pascal Popelin? Enfin, écoutez, très clairement, y compris... J'ai l'impression que Arnaud Montebourg défend plutôt les syndicats à la fonction publique, et que mais ça, une vision... c'est encore une fois une caricature. Et Laurent Guillaume qui veut parler, bien sûr. Dans la loi travail, il n'y avait pas que des organisations syndicales qui étaient contre. Il me semble bien qu'un certain nombre d'organisations, je pense en particulier, mais pas seulement à la CFDT, ont, y compris dans un travail qui a été fait avec le gouvernement, parce qu'il y a eu une première mouture, dans laquelle, entre parenthèses... On ne compte plus le nombre de moutures. Oui, mais je ne suis pas... violemment à droite. Très franchement, je ne suis pas certain que ce soit Manuel Valls qui soit l'auteur des introductions des choses qui n'avaient pas été discutées avec les syndicats, si on veut être clair. J'espère bien. Mais attendez, Laurent Guillaume, son gouvernement. Pascal Popelin, je pense que Laurent Guillaume,
Guillaume, le réformisme. Et à un moment donné, pour ceux qui nous regardent, il y a eu discussion avec les syndicats réformistes et il y a eu accord qui a été trouvé avec ces syndicats sur les bases Laurent desquelles Guillaume, le j'ai texte une a été question. voté. Une question qui est-ce que le réformisme qu'évoque Manuel Valls, il parle de réformisme, un mot politique souvent utilisé par la gauche. Quelle définition il a dans votre bouche, le mot réformisme? Parce que c'est vrai que quand on évoque la question avec des frondeurs du côté de chez Montebourg, on a vu Laurent Baumel, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même définition et donc forcément il y a un malentendu. Je veux dire, est-ce qu'il faut l'assumer, vous séparer ou vous rassembler? Les questions qui vont être posées là, dans les mois qui viennent, c'est sécurité, emploi, pouvoir d'achat. Sécurité dans lequel vous mettez laïcité aussi? Sécurité, moi je ne mélange pas sécurité et laïcité. La laïcité, la République, elle doit être laïque et sociale. Donc sécurité, emploi, pouvoir d'achat. C'est comment d'abord on redonne du pouvoir d'achat en agissant sur les dépenses contraintes des familles. Logement, même transport, salaires, logement, transport. Oui, Ségolène Royal avait promis le SMIC à 1 500 €, je me rappelle. J'avais fait sa campagne pour dire après la présidentielle qu'il n'y avait pas cru. Mais il y a plein de voix. Non, mais rejeter la question du pouvoir d'achat d'un revers de main. Vous dites que la question des loyers. D'abord la question. Vous dites que le logement, les transports. Voilà, on demande d'augmenter les salaires. Laissez-le finir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Laissez-le finir. Il vient de nous dire Clinton demande le doublement du salaire horaire minimum aux États-Unis. Et vous êtes là à dire on ne peut pas augmenter les salaires. On rase gratis. Votre réformisme et le mien n'est pas le même, c'est clair. Simplement qu'à un moment donné, c'est pas un débat entre Arnaud Montebourg et Emmanuel Valls. À ce qu'on peut tenir. Voilà. Laurent Guillaume, l'apaisement. Dire d'abord qu'il faut juste augmenter le SMIC, en fait, ça s'appelle du socialisme hydraulique, parce qu'on oublie juste. Dites ça aux gens. Non, laissez finir, s'il vous plaît. Mais augmenter le SMIC, bien sûr, mais comment on fait avec ceux qui sont juste au-dessus du SMIC? Vous en faites quoi? Bon, je connais ce débat. C'est d'abord dans les entreprises qu'il faut négocier, dans les entreprises, bien sûr, les salaires. Mais en face des salaires, et d'ailleurs on n'en parle pas suffisamment, il y a les dépenses des familles. C'est le logement, les transports domicile-travail, c'est les dépenses énergétiques. Il y a beaucoup de précarité énergétique dans notre pays. Laurent, donc il faut prendre en compte cela. Ensuite, il y a la question de l'emploi. Et il faut innover, parce qu'en fait, on voit bien que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a pu apporter, en particulier pour les jeunes, la garantie jeune et tout ce qui a été fait, de bonnes choses, mais c'est pas suffisant. Donc il faut aller plus loin. Il faut expérimenter justement dans les territoires de nouvelles solutions. Alors, le territoire, mais sur l'innovation, vous avez raison. Sur l'innovation, vous avez raison. Et d'ailleurs, je peux même saluer le travail que vous faites sur les territoires zéro chômeur, sur finalement prendre en compte les modifications du travail par le phénomène de libéralisation. Vous le faites personnellement, donc on ne peut pas mettre ça de côté. Simplement sur la question de la J'aimerais entendre un peu plus la gauche sur les questions de libéralisation. Je le dis. C'est bien de débattre entre nous, mais je le dis, je trouve ça très bien, les territoires zéro chômeur. Simplement, il y a une question qui a été posée et que je trouve extrêmement pertinente. La question de la réforme. La réforme, pour nous, c'est finalement participer encore du progrès social et non pas l'adaptation à la mondialisation libérale. Et ça tient, par exemple, au rapport qu'on peut tenir à l'Union européenne, au rapport qu'on peut tenir au carcan budgétaire. Ce sont des sujets qui sont précis. Pardon de le dire, mais vraiment j'ai été un peu choqué par ta formule qui consiste à dire, quand on évoque les augmentations de salaire, et puis demain on rase gratis. Mais non, la question du pouvoir d'achat, c'est une question concrète. Si on ne s'était pas battu, si les syndicats allemands ne s'étaient pas battus, il n'y aurait pas de SMIC horaire en Allemagne. Si les démocrates, sous la pression de Bernie Sanders, ne s'étaient pas battus, ce n'est pas un monologue, François Calfon. Madame Clinton n'aurait pas demandé le doublement du salaire horaire aux États-Unis. Donc c'est une bataille qui a lieu dans les grands ensembles et les démocrates ne considèrent pas que c'est rasé gratis. Elsa Fressonnet, comme ça on est à droite des démocrates. Je ne veux pas vous faire répéter la même chose, mais à travers les échanges que l'on a là ce soir. Non, mais les augmentations de salaire, c'est pas en rase gratis. En rase gratis, c'est une formule en porte-pièce. C'est la réponse à une formule globalisante qui consiste à dire il n'y a qu'à Faucon. C'est pas comme ça que ça se passe. Les salaires, c'est pas y compris le CICE que vous avez abondamment critiqué, il a permis dans les entreprises d'augmenter les salariés. Messieurs, regardez, Elsa Fressonnet, calme. J'ai envie de vous poser une question simple. Arnaud Montebourg va être candidat à la primaire. Imaginons qu'Arnaud Montebourg gagne cette primaire. François Calfon se bat pour cela. Mais comment il rassemble la gauche autour de lui, là, avec le débat qu'on a ce soir? Comment il fait? Il change de discours, lui aussi, Arnaud Montebourg? Il est obligé ensuite d'évoluer vers un réformisme plus apaisé? Comment va-t-il faire? Mais en vrai, c'est une question fondamentale. En vrai, quel que soit le candidat qui gagne cette primaire, il faudra voir quel est l'état de délitement du PS. Tout simplement. C'est-à-dire que un certain nombre, les participants à la primaire ont dit qu'ils se rangeraient derrière le vainqueur. Il suffit pas de dire je soutiens. Le problème, c'est qui fait campagne sur le terrain pour et comment on soutient. Ségolène Royal l'a payé en 2007.
puisque au fond, on ne peut pas considérer qu'elle était franchement soutenue par le parti et par son appareil. Voilà, il y a ce danger. Non, mais par ailleurs, oui, alors je dois dire pour m'en souvenir que Pascal Popelin, qui à l'époque était fabusien, avait soutenu Ségolène Royal. Ça n'a pas été tout le cas du coup de ce courant-là, et ça n'a pas. Enfin bon, voilà, je veux dire, on le sait. Elle a peiné, elle avait d'ailleurs des locaux excentrés, elle avait son organisation. Non, mais il y avait une rupture. Mais pour vous dire. Compte tenu du trouble là qui a été créé ces derniers mois au sein du PS, même si François Hollande est candidat, je ne sais pas dans quelle mesure les troupes vont suivre sur le terrain. C'est une question importante. La question est posée. Mais de fait, et c'est le drame, c'est qu'elle est posée autant pour le candidat sortant que pour d'autres candidats éventuels à la primaire. Alors, sondage Odoxa, parce que je vous avais évoqué ce sondage tout à l'heure, dans le cas où François Hollande renoncerait à une candidature en 2017, quel serait pour vous le meilleur candidat pour monter le PS? Alors voilà, vous le voyez, c'est un Odoxa. Ça, c'est pour les personnalités la meilleure. Voilà, donc ça, c'est pas le sondage que je viens de vous lire, mais c'est Manuel Valls à 42% et François Hollande à 13%. Et puis celui que je vous lisais dans le cas d'espèce, voilà, on le découvre, il arrive. Dans le cas où François Hollande renoncerait, regardez ce qui sort. Manuel Valls est à 23%, Arnaud Montebourg est à 12%, Ségolène Royal à 9%, Benoît Hamon à 6%, et puis il y a un autre candidat. Donc on y met. Vous avez oublié juste d'évoquer dans ce sondage 50%. Un autre candidat, c'est. Mais oui, c'est ce que je voulais évoquer avec vous. Mais ça montre qu'il y a aussi un fort besoin de renouvellement. Et cette question elle est posée, et que, en fin de compte, ce à quoi ne pensent pas assez les candidats à la primaire, c'est qu'il y a un rejet, une défiance très forte, mais qui d'ailleurs n'est pas qu'en direction de la gauche, elle est aussi en direction de la droite. De la classe politique. De la classe politique en général. Et donc c'est comment aussi ces différents candidats vont se positionner sur les questions liées au renouvellement. Est-ce qu'ils vont être pour le non-cumul des mandats dans le temps ? Par exemple, à 2 mandats. Voilà. Est-ce qu'ils vont être pour aller plus loin que la loi sur le non-cumul qui a été votée, qui va être appliquée en 2017 ? C'est des questions qui se posent. Est-ce qu'ils vont être pour la rénovation de nos institutions ? C'est des questions qui sont posées et qui vont être importantes aussi dans le débat, je pense. On a retrouvé le nom du compte Twitter, c'est Génération Valls, qui a été créé cet après-midi. Oui, mais je ne pense pas que ce soit Manuel Valls qui ait créé ça. C'est pas lui, peut-être pas lui tout seul avec ses mains, mais enfin peut-être que son entourage l'a créé. Même. D'accord, donc c'est un avatar. Voilà. Mais c'est important pour ceux qui nous regardent. Oui, non, mais je le dis très clairement parce que je pense que sinon ça ne m'aurait pas échappé. Voilà. Mais après, il y a aussi sur les différents candidats, et je pense que le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg doit aussi parfois faire l'objet de mouvements de soutien spontanés qu'il ne maîtrise pas. Mais ce que je voulais dire, par rapport à ce qu'Elsa, sur ce qu'Elsa Fresnay disait et sur la difficulté à se rassembler, elle est valable dans le temps. Depuis que la politique est politique, et à gauche comme à droite. C'est-à-dire que à l'époque où nous avions Michel Rocard et Jean-Pierre Chevènement au Parti socialiste au début des années 70, faire les synthèses n'apparaissait pas d'évidence, et pourtant elle se faisait. Et puis, vous y croyez encore ce soir à cette synthèse, moi, en tout autour cas, de ce délitement idéologique? Je suis aujourd'hui sur une position qui consiste à dire qu'il est hautement souhaitable que ce que nous avons fait, qui mérite naturellement des prolongements, mais qui ne doit pas être brutalement arrêté. Je pense par exemple au travail qu'on a fait pour essayer de remettre l'éducation nationale à flot, ou qu'on a fait pour essayer de restaurer des forces de sécurité qui fonctionnent, et on voit bien toutes les difficultés. Tout ça ne doit pas être arrêté, coupé net, et donc ce travail que nous avons mené, il doit être représenté d'abord dans la primaire. À mon sens, il doit gagner la primaire pour être représenté dans l'élection présidentielle. C'est 23 pour Valls, 12 pour Montebourg et 50 pour un autre candidat. Alors, on peut y mettre Macron et plein d'autres. Sur ce sondage, ce serait intéressant de montrer aussi la diapo où on dit entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls, qui préférez-vous? Et on s'aperçoit qu'ils sont au coude à coude. 48% pour Arnaud Montebourg, 47% puisque vous m'y invitez. Vous avez remarqué, je n'ai pas commenté le sondage parce que ça ne m'intéresse pas. Sur la question de la République nouvelle, puisque la question... Et même s'ils ne sont pas défavorables à Manuel Valls. Sur la question de la République nouvelle et de la nécessité d'un changement institutionnel profond. Modification du Sénat. On n'a plus besoin de bicamérisme. On peut faire du Sénat un organisme de contrôle de la loi. Mais ça, les Français l'attendent quand vous êtes sur le terrain. Sur la question du Sénat, c'est fini. Non, mais il y a des questions précises qui nous ont été posées par notre propre ami. Donc, tâchons d'y répondre parce qu'elles intéressent les Français. Sur la question du cumul dans le temps, bien évidemment qu'il ne faut pas de cumul dans le temps. Et il faut aller dans ce sens. Sur la question d'élus qui ont été condamnés, notamment pour des faits financiers, eh bien, je pense qu'on doit prôner
donner une forme d'inéligibilité dans la durée, car les Français ne comprendraient pas C'est cela. ce qu'on a fait avec la loi de transparence. D'accord, mais on a été limité après Pascal, sur la quand durée, je t'entends, c'est 10 ans. quand j'entends Laurent, Pascal, quand j'entends Laurent, j'entends des questions sur le projet. Quand je t'entends, sans critique trop forte, j'ai l'impression que c'est nous sommes un bon élève, donnez-nous quitus pour continuer. Non. Et je suis en désaccord, pardon de le dire, je le dis calmement, je suis en désaccord avec ça pour la bonne et simple raison que les Français n'ont pas envie de cette continuité du quinquennat qui s'est déroulé devant eux. Alors je peux accorder, parce qu'autrement on va dire, il est simplement que le tiers payant c'est une bonne chose, que sur la question éducative c'est une bonne chose, que sur les effectifs de police c'est une bonne chose. Quelqu'un qui le dise, parce que quand François Calfon il va à la télévision et qu'il représente le Parti Socialiste, il ne le dit pas. Donc excusez-moi, je suis là, on est ensemble. Pascal, sans clébat, je viens de le dire. Mais maintenant, après, tant mieux, mais peut-être que j'y ai un peu contribué. Mais pour le reste, vous l'avez un peu aidé là. Mais je ne sens pas le projet. Voilà, je sens la défense du bilan et les fiches du service d'information du gouvernement. Mais je ne sens pas le projet. Honnêtement, c'est un peu dommage parce que c'est là-dessus. C'est extrêmement désobligeant de dire que simplement je ne sais parler qu'en récitant des fiches. Mais c'est pas le sujet. C'est quel est le projet? C'est continuer la loi travail et l'amplifier ou l'arrêter? C'est continuer finalement le sionisme européen ou réorienter? Bon, alors Laurent Grandguillaume, on va regarder, écouter un petit extrait de Ségolène Royal. Juste une question et une réponse courte. C'est vrai que Manuel Valls, pendant les primaires, avait renversé la table en faisant des propositions incroyables, les primaires socialistes, et il évoquait même l'idée de changer de nom, de débaptiser le mot PS. Est-ce que là, dans l'état de déliquescence, il y a encore cette petite phrase de Françoise Fressos qui dit que le Parti socialiste est arrivé au bout de son épuisement? Est-ce qu'il ne faut pas changer de nom, réinventer une matrice quand on voit Ils ont déjà fait la Belle Alliance populaire. La Belle Alliance, quand on voit les différences idéologiques, quand on voit les différences de fond, est-ce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire? C'est comme si vous aviez une vieille 2 chevaux et qu'en fait vous changiez la peinture et que le moteur était foutu. Donc il faut changer de moteur. Donc le moteur, c'est quoi? C'est le projet. Et qui c'est comment en fait on répond aussi à la colère des Françaises et des Français, une colère sociale. Regardez dans les territoires à 6 mois de la présidentielle, dans les territoires périurbains et ruraux, par exemple, cette colère qui se manifeste. Pourquoi? Parce que les personnes qui travaillent, les personnes qui sont à 20 ou 30 km de leur lieu de travail disent comment on prend en compte moi le fait que je me déplace et que même avec un SMIC, je n'arrive pas justement à m'en sortir. Donc ce sont les questions qui sont posées. Donc comment on y répond? Oui, le bilan. Je vous ai dit, il y a des ombres et des lumières comme dans tout bilan. Il y a des choses qui ont marché, d'autres pas. Donc, moi je parlais de réécrire le mot PS pour réinventer une histoire, parce que vous êtes trop divisé. C'est le contenu. Elsa Fressonnet. Je ne m'appeler social-démocrate, je suis socialiste. Voilà. Le PS, la question qui se pose là en 2017, c'est plus le nom du PS. Est-ce que le parti va survivre? C'est ça. C'est-à-dire avec l'offensive Macron d'un côté qui Mélenchon qui resserre, voilà. Et puis est-ce qu'un certain nombre de socialistes ont encore envie de vivre ensemble? Moi, ce que j'entends quand même, c'est qu'après la présidentielle, il va falloir passer par une phase de séparation. Attendez, François Calfon, écoutez ce que dit d'un livre en 2009 qui s'appelait Ce grand cadavre à la renverse. C'est Bernard-Henri Lévy qui l'a écrit. Il avait eu une pas forcément ma écoutez, regardez Ségolène Royal. Non plus. Je dis qu'il avait fait un oracle qui n'avait qui ne s'est pas traduit dans la réalité. On voit un débat. Sur ce point. Mais à l'époque, vous ne sortiez pas de 50 gouvernements soumis au chaos. Oui, soumis au chaos. On sortait de 2 présidentielles défaites et d'une élection européenne qui n'avait pas été flambante. Écoutez Ségolène Royal, parce que c'est peut-être elle aussi la femme providentielle, François Calfon. Cette femme debout. Elle était reçue par nos confrères de France 3, puis elle s'est exprimée aussi dans le JDD de manière encore plus précise. D'abord, écoutez-la chez nos confrères de France 3 à la question posée, évidemment, seriez-vous potentiellement candidate? Le moment n'est pas venu d'aborder la question de l'échéance présidentielle. Mais vous entendez ce qui se passe chez les socialistes cette semaine, c'est terrible. Non, mais que les questions soient légitimes, ça je n'en conviens pas. Mais la responsabilité de ceux qui gouvernent, c'est de gouverner jusqu'au bout et d'assumer leurs responsabilités. Le problème des itinéraires personnels ne compte pas. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est la situation du pays. Quels sont les points forts de la France? Quels sont les points faibles de la France? Voilà, ça c'est Ségolène Royal. Et puis dans le JDD, c'est un peu plus précis. Écoutez ce qu'elle dit. On cherche quelqu'un pour se sacrifier. Il faut que la situation soit vraiment désespérée pour que ceux qui m'ont combattu me redécouvrent. Pascal Popelin, ce n'est pas votre cas, puisqu'on a compris que vous étiez à ses côtés, vous faites partie de ceux qui l'ont soutenu, mais elle a été combattue. Moi, je fais partie. Elle ferait partie de ceux qui sont... à un moment donné, m'expriment dans le cadre... où on a la chance d'être dans un parti politique, où on a la possibilité de s'exprimer, je m'exprime. Et puis après, si mon choix n'est pas majoritaire, je me rallie au choix majoritaire. Et je ne doute pas
que la primaire qui nous attend, puisqu'elle a été prévue, doivent nous conduire au même résultat. Parce que sinon, effectivement, on est dans une attitude de suicide. Et pour ça, il faut créer les conditions avant. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant qu'il ne me semblait pas la meilleure approche de dire tout ce que nous avons fait est indéfendable. Non, mais... Après, que nous disions, que nous ayons nos différences, très bien. Et que nous ayons aussi nos différences sur ce qu'on propose. Parce que moi, par exemple, je ne fais pas du modèle Varoufakis en Grèce. L'idée, non, c'est pas des mots, c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont élus à un moment donné. C'était le ministre de c'est l'économie. des gens qui sont élus avec Tsipras sur un programme, tout beau, et tout le monde trouve ça merveilleux. Ils sont aux responsabilités, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu la chance, eux, d'être dans une situation, pas la chance ou la malchance pour la Grèce, d'avoir des conservateurs et un PASOK qui était tellement corrompu qu'il a pu retourner devant les électeurs. C'est le même débat contre frondeurs et légitimistes. Les légitimistes disent moi je suis plus socialiste que vous, les frondeurs disent mais je suis plus socialiste que vous. Non mais moi je veux Ségolène Royal a raison de nous dire une chose, c'est-à-dire de partir des Français, notamment de cette France périphérique qui souffre. Enfin, elle ne dit pas, Ségolène Royal. Si, elle dit se moque un peu. Ce qui m'intéresse, c'est les préoccupations des Français. Elle a raison. Et de ce point de vue-là, quand on regarde le fait qu'une partie des nôtres, assez importante, est basculée dans les territoires entiers, directement vers le Front National, cela doit nous interpeller. Tout à l'heure, on a parlé du 21 avril. Le 21 avril, il était encore dans nos mémoires comme un accident. Là, nous avons face à nous un 21 avril programmé. Donc, on peut décider qu'il s'agisse simplement de rassembler les hommes et les femmes, mais il faut aussi... Vous êtes tous responsables, mais il faut aussi, dans le monde. Tout le monde est responsable. Mais il faut aussi s'interroger sur les contenus politiques. Et moi, je pense que sur l'avenir du parti, doit-on être ensemble ? Doit-on être ensemble ou ne doit-on pas être ensemble ? La question centrale, c'est la question de la réintégration dans la gauche socialiste, parce qu'elle a quitté des catégories populaires qui aujourd'hui ne nous regardent plus comme électorat qui est parti. Ne nous regardent plus comme faisant partie de la famille. Aujourd'hui, ils sont majoritairement au Front National et y compris pour une partie chez Jean-Luc Mélenchon. Chez Jean-Luc Mélenchon. C'est un problème. Si nous ne traitons pas ce problème, non pas pour des raisons de dysfonctionnement interne, nous sommes condamnés à disparaître. L'espace social-démocrate est interrogé. Mimétisme en essayant d'aller chercher nos voix. La gauche. Et là, Elsa Fressonnet disait tout à l'heure, on n'est plus dans un débat. Là, on est dans un débat de survie d'un parti qui est coincé entre deux grosses forces, Macron d'un côté et Jean-Luc Mélenchon qui est très haut dans les sondages. Comment vous faites concrètement à 6 mois d'une présidentielle ? Est-ce que l'homme ou la femme présidentielle, ça peut être Ségolène Royal ? C'est pas. En fait, je vous dis, je pense que je crois pas aux femmes et aux hommes présidentiels. C'est d'abord quel projet est en capacité de convaincre la majorité sociale du pays. La majorité sociale du pays, elle est dans le rural, le périurbain, bien sûr, et à la périphérie des grandes villes. Et il faut réussir à convaincre cette majorité sociale de rejoindre la gauche. De vous refaire confiance pour 5 ans, après 5 ans. Sur la base, justement, d'un projet qui tienne compte à la fois de nos échecs et de nos réussites. C'est comme ça qu'on doit travailler. C'est plus qu'un bilan, c'est un examen de conscience. Quel diagnostic, c'est pas un examen de conscience, c'est quel diagnostic et où on va. Voilà. Et où on va, eh bien, justement, je vous l'ai dit, c'est sécurité, emploi, pouvoir d'achat. Je crois que c'est le cœur, en fait, d'un projet de gauche qui est capable de convaincre la majorité sociale. Elsa Fressonnet, Ségolène Royal en bisbille sur des sujets environnementaux, les boues rouges qui se déversent dans les calanques avec un débat sur cette usine, la question évidemment de Notre-Dame-des-Landes où Ségolène Royal dit attendez, c'est pas la peine d'insister, continue pas. Emmanuel Valls qui dit si, nous allons évacuer. Emmanuel Valls, il dit le président de la République, c'est pas Emmanuel Valls qui a annoncé à la télévision un référendum qui a eu lieu, qui a donné un résultat, et donc quand même le minimum de respect et par rapport au président de la République et par rapport aux gens qui ont voté, c'est de respecter le vote. Le vote sur un département, qui a été il faut le rappeler. organisé. Oui, mais enfin... Oui, sur la Loire-Atlantique. Et d'ailleurs, il y a un point précis sur cette question du référendum. Vous en pensez quoi de Ségolène Royal là ? J'ai senti qu'il y avait vraiment un point sensible dans la perspective de la présidentielle entre Ségolène Royal et Manuel Valls. Quand j'ai dû traiter la prise de position de Ségolène Royal sur Notre-Dame-des-Landes et que j'ai demandé une réaction à l'entourage de Manuel Valls. Et cette réaction est venue dans les 10 minutes et elle était très salée. Et donc je me suis dit que s'il y avait un certain nombre de personnes qui sondaient Ségolène Royal et qu'elle peut... C'est vrai se sentir flatté parce que je veux dire sa vie au PS a quand même pas toujours été facile. On l'évoquait tout à l'heure. Je suis pas sûre du tout qu'elle ait pris une décision, d'autant que quand même son ex-compagnon est président sortant et a l'intention de se représenter. Faut pas l'oublier parce que là on fait. Le Parisien titrait les femmes du président et. Elle a l'intention de se représenter, c'est bien. Mais elle fait partie des femmes du président, des atouts en tout cas dans la manche du président. Là on fait de la politique fiction. Pour le moment il y a quand même un président sortant qui a l'intention d'y aller. Il y a le meeting de Tours, il y a des petits cailloux. On n'a pas inventé le meeting de Tours. Mais clairement, il y a quelque chose de sensible dans la perspective de la présidentielle entre Manuel
Manuel Valls et Ségolène Royal. Ségolène Royal qui a des raisons à la fois de fond et personnelles de ne pas apprécier tellement Manuel Valls. Et Manuel Valls qui n'a pas envie qu'on l'embête sur la perspective de 2010. Et sur des décisions qui avaient été prises. C'est Laurent Guillaume pour conclure. Où est-ce que la gauche, elle a reculé? Elle a reculé dans le périurbain, dans le rural. Où est-ce qu'elle s'est maintenue? Partout. Dans les métropoles. Enfin, moi, je suis élu elle s'est maintenue aussi. Hein. Elle s'est maintenue dans les métropoles, en fait. Mais elle a reculé dans le rural et dans le périurbain. Et c'est là qu'est la majorité sociale du pays. Et je crois que c'est là aussi qu'est la solution pour la gauche. Eh ben, ça vient répondre sur des questions qui sont celles que posent ces catégories, sur le rapport à l'Union européenne, sur le rapport à l'agriculture française, et notamment l'élevage qui est en train de crever, il n'y a pas d'autre mot, sur le rapport à la production dans le pays. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un mouvement social qui dépasse la politique sur la relocalisation de l'emploi, que ça s'appelle circuit court, c'est la version écologiste, que ça s'appelle Made in France, c'est la version plus productiviste. Mais il y a une volonté de ce pays de recouvrer sa souveraineté. Et je crois que tant que ceux qui pensent une chimère finalement européenne qui n'est plus là, cette Europe pour la paix du plus jamais sain, et qui ne pense pas l'Union européenne telle qu'elle est, avec ses commissaires européens qui finalement, après qu'ils ont œuvré pour la concurrence libre et non faussée par chez Goldman Sachs, il n'y aura pas de sujet. Il faut une Europe sociale. Voilà des points sur lesquels nous avons de la convergence. Ouais. Hein, vous êtes d'accord? C'est bien que ça s'exprime. Et tout à fait. Donc, de la convergence, qui n'est pas de malentendu. Ça sera peut-être le mot de la fin. Vous avez donc des convergences. Et j'ai noté aussi qu'à plusieurs reprises, le Premier ministre s'est exprimé sur ce dogme du déficit budgétaire. Et il ne m'a pas semblé qu'il était sur une rigueur bruxelloise. Pascal Poplin. Vous avez eu le mot de la fin dans ce débat riche qu'on va suivre évidemment parce que comme ça, il donne des indices sur les semaines à venir dans la vie politique française. Laurent Grand-Guillaume, je vote ou pas. Il vient de sortir chez Albin Michel et c'est écrit avec Laurent Petit-Guillaume et qui est, je crois, plus grand que vous de 4 cm. Il est plus petit. Ah, il est plus petit. Donc c'est une information importante que je voulais vous livrer à la fin de ce débat. Je vote ou pas. Voilà, c'est ce livre chez Albin Michel. Merci à Pascal Poplin. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis aux côtés de Manuel Valls. On l'aura compris. François Calfon, merci. Vous êtes le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg et merci à Elsa Frestenay, journaliste aux Échos. Son livre, ça n'a aucun sens. Voilà, l'éditeur, c'est Plomb et avec la photo de François Hollande. Voilà, il s'explique enfin sur ses choix dans votre livre. Merci de nous avoir suivis. Demain, on s'intéresse au chômage parce que évidemment une nouvelle séquence attend le gouvernement et François Hollande. Les chiffres du chômage, on les commentera demain soir et on ne les connaît pas évidemment. Venez nombreux. Merci de votre fidélité. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien dans un instant. La personnalité politique face à 4 journalistes, des questions sans concession pour des réponses qui font l'info. Question d'info présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, chaque mercredi à 20h30.